Mon petit ami a volé mon argent pour emmener une autre femme en vacances. Quand je l'ai confronté, il a levé les yeux au ciel et a dit « Détends-toi, tu t'en remettras ». Ses amis se sont moqués de moi. Mais quelques jours plus tard, il hurlait sur ma messagerie vocale en me suppliant. Félix et moi étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Nous ne vivions pas officiellement ensemble, mais il passait la plupart de ses nuits chez moi, car son appartement est à 40 minutes de son travail alors que le mien n'est qu'à 15 minutes. Nous avions parlé de vraiment emménager ensemble l'année prochaine, à la fin de mon bail. C'était du moins le plan. Financièrement, nous étions tous les deux plutôt moyens. Nous partagions la plupart des dépenses quand nous sortions, on alternait pour les courses, et globalement, j'avais l'impression que notre arrangement financier était équitable. J'économisais depuis 1 an et demi pour avoir assez pour une caution et un premier mois de loyer dans un meilleur appartement quand on emménagerait ensemble. Ce n'était pas une somme énorme, environ 2800 $, mais cela représentait beaucoup de petits sacrifices. Préparer des repas au lieu d'acheter à l'extérieur, éviter Starbucks, faire quelques heures supplémentaires le week-end quand c'était possible. Vendredi dernier, j'ai voulu transférer un peu d'argent de mon épargne vers mon compte courant pour payer mon assurance auto. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Mon solde d'épargne était de 267 $, au lieu des plus de 2800 attendus. J'ai tout de suite pensé qu'il y avait une erreur ou que mon compte avait été piraté. J'ai appelé la banque, paniqué, et après avoir passé les vérifications de sécurité, la conseillère m'a lu mes dernières opérations. Il y avait eu un retrait de 2005,50 $ 3 jours plus tôt. Je n'avais pas fait ce retrait. La conseillère m'a demandé si quelqu'un d'autre avait accès à mon compte, et c'est là que mon estomac s'est noué. Félix connaît le mot de passe de mon téléphone. Je ne lui ai jamais caché. On a toujours eu une politique de transparence avec nos téléphones. Il m'a vu entrer le mot de passe de mon appli bancaire plusieurs fois. Je n'ai jamais pensé qu'il oserait. J'ai remercié la conseillère et raccroché, puis j'ai vérifié les fonctions de sécurité de l'appli. Le retrait avait été fait en personne, dans une agence à l'autre bout de la ville, avec ma pièce d'identité, sauf que je n'étais pas allé dans cette agence depuis des mois. Félix a dû prendre mon permis de conduire dans mon portefeuille pendant que j'étais sous la douche ou en train de dormir. J'ai essayé d'appeler Félix, mais je suis tombée directement sur sa messagerie. Je lui ai envoyé un message lui demandant où il était et si on pouvait parler. Il m'a répondu quelques heures plus tard en disant qu'il était avec des potes et qu'il rentrerait demain. Quelque chose me semblait louche. J'ai passé la nuit à me retourner dans mon lit, à chercher une autre explication que l'évidence. Peut-être qu'il avait eu une urgence dont il ne m'avait pas parlé ? Peut-être qu'il préparait une surprise ? Au fond de moi, je savais que je me voilais la face. Le lendemain matin, j'ai regardé son Instagram. Ce que je fais rarement, car il ne poste presque jamais. Rien de nouveau sur son profil. Mais en regardant les stories de son ami Andy, mon monde s'est écroulé. On voyait Félix sur une plage avec le bras autour d'une fille que je ne connaissais pas. La légende disait, jour 2, vive de vacances avec ses tourtereaux. Tourtereaux. Pluriel. J'ai continué à faire défiler les stories d'Andy, et j'ai vu encore plus de photos de Félix et cette fille, Jasmine, d'après les tags. Ils étaient dans un resort à Cancun, un séjour qui aurait coûté environ 2500 $ pour 2 personnes. J'ai eu la nausée. 3 ans ensemble et il avait volé mon argent pour partir en vacances avec une autre. Je suis restée assise sur le sol de la salle de bain pendant ce qui m'a semblé des heures, alternant entre pleurer et me sentir complètement vide. Quand Félix est enfin rentré dimanche soir, je l'attendais. Il est entré comme si de rien n'était, bronzé et souriant, posant son sac près de la porte. Il m'a salué comme d'habitude et a essayé de m'embrasser, mais j'ai reculé et je lui ai demandé où il avait vraiment été. Au début, il a essayé de s'en tenir à son histoire de week-end entre potes. Mais quand je lui ai montré les stories Instagram d'Andy, son comportement a complètement changé. Pas de honte ni d'embarras, juste de l'agacement. Comme si je l'avais surpris à finir le dernier cookie, pas à trahir 3 années de relation. Il n'a même pas nié avoir pris l'argent. Il a prétendu que c'était une décision de dernière minute et que Jasmine avait gagné des billets mais avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Il a dit qu'il comptait me rembourser un jour, comme si ça excusait tout. Quand je lui ai fait remarquer qu'il avait déjà du mal à payer sa moitié des courses la plupart du temps, il s'est mis sur la défensive. Le pire, c'est quand il a essayé de minimiser le vol en disant que ce n'était pas comme s'il avait pris mon loyer. Que cet argent était juste là, posé. Je lui ai rappelé que c'était l'argent de notre futur appartement, que j'économisais depuis plus d'1 an, et il a eu l'audace de rire et de dire qu'on ne trouverait rien de bien avec juste 2800 $ de toute façon.
Quand je lui ai demandé si Jasmine était sa copine, il a hésité juste assez longtemps pour me faire comprendre la vérité, avant de nier. Il a prétendu qu'elle était juste une amie, mais on sait tous que les amis ne partent pas ensemble en vacances romantiques à la plage. Pendant toute la confrontation, il a été incroyablement désinvolte, prenant une bière dans le frigo, me disant qu'il ne voulait pas se disputer, comme si je faisais une montagne de rien. Quand je lui ai dit qu'il avait volé et trompé, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Détends-toi, tu t'en remettras ». C'est là que j'ai su. Ce n'était pas une erreur ou un moment d'égarement. C'était qui il était. Quelqu'un capable de me voler, de me tromper, et ensuite de me dire de passer à autre chose comme si j'étais déraisonnable. Je lui ai dit de sortir de mon appartement. Il a essayé de discuter, disant que son appart était loin et qu'il devait bosser le lendemain. Je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème et qu'il aurait dû y penser avant de me voler et de me trahir. En partant, il a eu le culot de dire que j'étais impossible et que j'en faisais trop. Il a conclu en me disant de garder mon drame pour moi, car Jasmine n'agirait pas comme ça. Une fois qu'il est parti, je me suis effondrée sur le canapé en tremblant. Ces 2 derniers jours, j'ai été dans un brouillard total, à essayer de tout digérer. Je l'ai bloqué après avoir reçu plusieurs messages me traitant de dramatique et disant que je devais me calmer pour qu'on puisse parler comme des adultes. J'ai posé 2 jours d'arrêt maladie. Je n'ai presque rien mangé. Je continue à vérifier mon compte en banque, espérant que l'argent réapparaîtra comme par magie, même si je sais que non. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Une partie de moi veut signaler le vol à la police, mais on a été ensemble 3 ans. Malgré tout, l'idée qu'il soit arrêté me rend malade. Mais ensuite, je repense à son regard quand il m'a dit de passer à autre chose, et c'est une autre forme de nausée qui me prend. J'ai rappelé la banque ce matin, mais comme il avait accès à ma pièce d'identité et connaissait mes mots de passe, ils ont dit que ce serait considéré comme une utilisation non autorisée, pas une fraude, et que la meilleure option serait de porter plainte au civil. Je change tous mes mots de passe, j'ouvre un nouveau compte, et je prévois de changer mes serrures demain. Je ne pense pas qu'il essaiera de revenir, mais je ne sais plus qui il est, alors je ne peux pas en être certaine. Je ne sais même pas ce que je cherche ici. J'avais juste besoin de poser tout ça quelque part, parce que j'ai l'impression de me noyer. Mise à jour 1. D'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté mon dernier post. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de réponses, et lire vos messages m'a vraiment fait sentir moins folle et moins seule. Plusieurs personnes ont demandé une mise à jour, alors voilà. Cela fait maintenant 1 semaine que j'ai mis Félix dehors après avoir découvert qu'il avait volé mes économies pour emmener Jasmine à Cancun. Les premiers jours ont été un flou de larmes, de repas sautés, et de vérification compulsive de mon téléphone, même si je l'avais bloqué. Je pensais sans arrêt qu'il trouverait un moyen de me contacter pour m'expliquer que tout ça n'était qu'un énorme malentendu. Je suis retournée au travail mercredi, car je ne pouvais pas me permettre de rater plus de jours. Une collègue a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé si ça allait pendant le déjeuner. Je lui ai raconté une version condensée de l'histoire et sa réaction horrifiée m'a fait du bien. C'était rassurant de voir quelqu'un d'autre choqué. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Félix, qui écrivait depuis le téléphone de son ami Maurice. Un simple « faut qu'on parle ». Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message, tu réagis comme une gamine. C'est juste de l'argent. J'ai dit que je te rembourserai. J'ai bloqué le numéro de Maurice aussi. Le jeudi s'est passé sans incident, mais c'est le vendredi que tout a basculé. Mon amie Carla m'a proposé de sortir boire un verre, insistant sur le fait que je devais sortir de chez moi. J'étais réticente, mais elle avait raison. J'alternais entre le boulot et me cacher sous la couette en regardant TikTok. On est allé dans un bar du centre-ville qui organise des quiz musicaux le vendredi. Pour la première fois depuis 1 semaine, je commençais à me sentir presque normale, à rire des mauvaises réponses de Carla. Puis je suis allée aux toilettes, et en revenant, je me suis figée. Félix était là, avec Andy, Maurice et 3 autres gars de leur groupe. Ils étaient à une table de l'autre côté de la pièce et ne m'avaient pas encore vue. J'ai tout de suite dit à Carla qu'on devait partir, mais au moment où je prenais ma veste, Andy m'a repéré et s'est dirigé vers moi. Il est arrivé avec un sourire moqueur, en lançant des remarques bruyantes du style « Elle pleure encore à cause de sa tirelire » et que Félix faisait la gueule toute la semaine à cause de ma soi-disant surréaction. Selon lui, ce n'est pas comme si Félix avait dépensé mon argent en drogue, juste des vacances avec une jolie fille, n'importe quel mec aurait fait pareil. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il m'avait volé, mais Andy a juste levé les yeux au ciel. À ce moment-là, Félix avait vu ce qui se passait et s'approchait avec Maurice et les autres, bloquant littéralement notre chemin vers la sortie.
Félix agissait comme si on s'était croisés par hasard au supermarché. Il répétait que je devais le débloquer pour qu'on puisse régler ça. Quand j'ai affirmé qu'il n'y avait rien à régler, qu'il m'avait volé et trompé, Maurice et les autres ont commencé à pouffer de rire. La défense de Félix était pathétique. Il a admis que prendre l'argent sans demander n'était pas correct, mais que ce n'était pas du vol puisqu'on était ensemble et que ce qui est à toi est à moi. Il a insisté que Jasmine était juste une amie et que ce n'était pas des vacances romantiques, puisqu'Andy et Maurice étaient là aussi. C'était un truc de groupe. Quand j'ai mentionné qu'Andy avait littéralement posté ses tourtereaux sur Instagram, Andy a marmonné que c'était juste une blague. Et là, j'ai entendu une voix féminine derrière moi, et ma honte a atteint un tout autre niveau. C'était Jasmine. Elle m'a demandé si j'étais la fille qui faisait une crise pour quelques billets. Quand j'ai essayé d'expliquer qu'il m'avait volé mes économies, elle m'a regardé de haut, avec un air de pitié, et m'a traité de pathétique pour m'énerver à ce point pour $2000. Je l'ai corrigé en précisant que c'était $2550 et qu'il m'avait fallu plus d'1 an pour les épargner. Sa réponse ? Elle a éclaté de rire en disant que c'était encore plus triste. Je me suis tournée vers Félix, espérant qu'il dise quelque chose pour me défendre, qu'il lui dise de se taire. Au lieu de ça, il fixait le sol, un petit sourire en coin. Et c'est là que j'ai compris. Il leur avait tout raconté. Ils riaient tous de moi. De la fille assez stupide pour se faire voler, assez pathétique pour s'en offusquer. Carla, heureusement, a dit qu'on partait et a bousculé Maurice pour passer. En s'éloignant, j'ai encore entendu des rires derrière nous, et Jasmine a lancé à Félix qu'il avait eu de la chance de ne pas finir avec une fille aussi instable financièrement. J'ai tenu jusqu'à l'extérieur avant de fondre en larmes. Carla m'a prise dans ses bras pendant que j'essayais de reprendre mes esprits, puis elle a commandé un Uber pour rentrer chez moi. Dans la voiture, elle m'a dit que Félix et ses amis avaient toujours été des idiots, et qu'elle n'avait jamais compris ce que je lui trouvais. De retour à l'appartement, Carla est restée dormir. On a commandé une pizza, ouvert une bouteille de vin, et elle m'a laissé vider mon sac. Je lui ai montré les textos envoyés depuis le téléphone de Maurice, et elle m'a aidé à bloquer d'autres numéros auxquels je n'avais pas pensé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message privé sur Instagram. De Jasmine. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais la curiosité a pris le dessus. Et ce que j'ai lu a confirmé mes pires craintes. Elle et Félix se fréquentaient depuis des mois. Il lui avait dit qu'on était pratiquement séparés et qu'on vivait juste en coloc. Elle disait que découvrir qu'il m'avait volé de l'argent l'avait dégoûtée, mais qu'elle voulait que je sache que ça ne datait pas de Cancun. J'ai fait une capture d'écran, puis je l'ai bloqué aussi. Des mois. Des mois. Tous ces soirs où je bossais tard, les week-ends où il aidait un pote à déménager, les appels mystérieux qu'il prenait dehors. Tout s'éclairait maintenant. J'ai montré le message à Carla quand elle s'est réveillée. Elle n'était pas surprise, disant que les hommes comme Félix ne décident pas soudainement de voler et de tromper, ils construisent ça petit à petit. On a passé le samedi à faire un plan. J'ai appelé mon propriétaire pour expliquer la situation et demander un changement de serrure. Félix n'étant pas sur le bail, ils ont accepté d'envoyer quelqu'un lundi matin. Ensuite, je suis allée à la banque et j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque, transférant ce qu'il me restait. J'ai changé tous mes mots de passe, activé la double authentification partout. Carla m'a aidé à faire le tri dans l'appartement, rassemblant les affaires de Félix dans un carton. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques vêtements, une brosse à dents, quelques jeux vidéo. Rien qui vaille la peine d'être récupéré. Dimanche matin, je me suis réveillée avec un sentiment différent. Pas mieux, mais plus lucide. L'humiliation de vendredi soir me brûlait encore, mais en dessous, il y avait autre chose. De la colère. Pas la colère explosive des premiers jours. Une colère froide. Concentrée. Il pensait que j'étais pathétique ? Très bien. Qu'il le pense. Mais je n'allais pas disparaître dans un coin. Dimanche, j'ai nettoyé mon appartement de fond en comble, jeté tout ce qui me rappelait Félix, réarrangé les meubles. Ça peut sembler bête, mais c'était comme reprendre possession de mon espace. J'ai aussi établi un nouveau budget pour recommencer à épargner. Ce serait long, mais je l'avais déjà fait une fois. Ce matin, le serrurier est venu changer les serrures. J'ai senti un poids s'envoler. Félix ne pourrait plus entrer comme si de rien n'était. Je suis allée au travail, en regardant mon téléphone pendant la pause déjeuner, j'ai vu 3 appels manqués. De Félix. Pas d'un autre numéro, du sien. J'avais dû en rater un quand je bloquais les contacts. J'ai écouté son message vocal. Son ton avait complètement changé depuis vendredi soir. Il avait l'air inquiet, presque paniqué. Il disait qu'on devait parler parce que Jasmine racontait des trucs de dingue qui n'étaient pas vrais, ou du moins pas entièrement. Il a terminé par « Tu me manques ».
J'ai supprimé le message sans rappeler. Quand je suis rentrée du travail, il y avait une petite enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, $300 en liquide et un mot. Je commence à te rembourser. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? $300 sur 2550. Et il pensait que ça allait arranger les choses? Je ne sais pas exactement quel est son plan maintenant. Peut-être que Jasmine l'a largué après avoir découvert qu'il était un voleur. Peut-être que ses amis se sont lassés du drama et qu'il n'a plus personne à fréquenter. Peut-être qu'il a simplement réalisé que vivre à 40 minutes de son boulot, c'est nul. Quoi que ce soit, je ne joue plus. Le Félix que je pensais connaître n'a jamais existé. Le vrai Félix m'a volé de l'argent, m'a trompé pendant des mois, a laissé ses amis se moquer de moi et est resté là pendant que son autre copine me traitait de pathétique. Ce soir, Carla revient chez moi pour m'aider à rédiger un message très clair disant que c'est terminé et qu'il doit cesser tout contact. Elle m'a aussi conseillé de documenter chaque chose au cas où je devrais demander une ordonnance restrictive, ce qui me paraît extrême. Mais après la semaine que je viens de passer, je ne serai surprise de rien. Je vous tiendrai au courant s'il se passe quelque chose. Mise à jour 2. Merci à tous pour votre soutien massif sur mes précédents messages. Lire vos commentaires a été à la fois réconfortant et révélateur. Beaucoup m'ont demandé une nouvelle mise à jour, alors la voici. Cela fait presque 2 semaines depuis l'incident au bar où Félix, Jasmine et leurs amis m'ont humilié. Depuis, Félix a intensifié ses tentatives de contact. Les $300 laissés sous ma porte n'étaient que le début. Il s'est présenté 2 fois à mon travail. J'ai dû expliquer la situation à ma responsable, ce qui était horriblement embarrassant. Il a envoyé des fleurs avec des mots d'excuses, et même sa mère m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Jeudi matin dernier, je me suis réveillée avec un pneu crevé sur ma voiture. Au début, j'ai cru à de la malchance, jusqu'à ce que je remarque une petite entaille qui avait l'air intentionnelle. Je ne peux pas prouver que c'est Félix, mais vu le timing, c'est très suspect. J'étais déjà en retard, j'ai donc dû appeler un Uber pour aller au travail et m'occuper du pneu plus tard. Encore une dépense dont je me serais bien passée. C'était la goutte de trop. Après le travail, je suis allée directement chez Carla au lieu de rentrer chez moi. J'avais peur que Félix m'y attende et j'avais besoin de prendre du recul. Carla nous a cuisiné un dîner et on s'est assises pour établir une vraie stratégie. Pas juste le bloquer et espérer qu'il disparaisse, mais un plan complet pour l'effacer définitivement de ma vie. Tu dois voir ça comme une partie d'échecs, m'a dit Carla. Il a joué ses coups. Maintenant, c'est à toi. Je n'ai jamais été douée aux échecs, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Jusqu'ici, je n'avais fait que réagir à Félix. Changer mes serrures après qu'il ait essayé de venir, bloquer des numéros après qu'il ait réussi à me contacter. Je devais passer à l'offensive. On a dressé une liste de tout ce que j'avais à faire. Déménager complètement pendant que Félix est au travail. Me désengager financièrement. Documenter absolument tout. Contacter sa famille. Rejoindre les amis en commun. Me préparer à une potentielle escalade. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. Je m'en suis voulu, mais j'avais besoin d'une journée pour mettre mon plan en marche. D'abord, j'ai appelé ma propriétaire pour lui expliquer la situation plus en détail. À ma grande surprise, elle a été très compréhensive. Elle a accepté de me libérer du bail avec seulement 30 jours de préavis au lieu des 60 habituels. Ensuite, je suis allée à la banque et j'ai parlé à un responsable de mes comptes. J'avais déjà ouvert un nouveau compte ailleurs, mais je voulais m'assurer qu'il n'y ait aucun lien restant. J'ai aussi vérifié mon rapport de crédit pour m'assurer que Félix n'avait rien ouvert à mon nom. Heureusement, il n'était pas allé jusque-là. L'après-midi, j'ai dressé un inventaire détaillé de toutes mes affaires dans l'appartement, en prenant des photos. J'ai tout trié en catégories. Ce qui était clairement à moi avant Félix. Ce qu'on avait acheté ensemble. Ce qui lui appartenait à lui. Pour les achats communs, j'ai noté qui avait payé quoi. Le soir, j'ai commencé à emballer les affaires essentielles, documents importants, objets sentimentaux et assez de vêtements pour une semaine. Carla m'a aidé à transporter tout ça chez elle, en attendant. L'étape suivante était plus délicate, contacter la famille de Félix. C'était la partie que je redoutais le plus. Félix est très proche de ses parents, surtout de sa mère, qui avait toujours été gentille avec moi. J'ai rédigé, corrigé, réécrit plusieurs fois mon message pour trouver le bon ton, à la fois informatif mais sans être trop accusateur. Finalement, j'ai choisi de rester simple et factuel. J'ai expliqué que Félix avait pris de l'argent sur mon compte sans mon autorisation, qu'il l'avait utilisé pour partir en vacances avec une autre femme, et que quand je l'avais confronté, il avait été méprisant et cruel. J'ai joint des captures d'écran de mon relevé bancaire montrant le retrait, les publications Instagram d'Andy à Canquin,
et le message de Jasmine confirmant leur relation depuis plusieurs mois. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. Léna, je suis choquée et déçue d'apprendre cela. J'ai élevé Félix avec de meilleures valeurs. Je suis désolée pour ce que tu traverses. Je vais lui parler. Un poids s'est levé de mes épaules. Elle m'avait cru. Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin de cette validation jusqu'à ce moment-là. L'étape suivante était plus compliquée. Recontacter les amis en commun. Félix et moi avons plusieurs groupes d'amis en commun et je savais que je devais prendre les devants avant qu'il ne commence à raconter sa propre version de l'histoire. J'ai décidé de commencer par notre ami le plus proche à tous les deux, Auguste. Il connaît Félix depuis plus longtemps que moi, mais il a toujours été juste. Je lui ai demandé si on pouvait se voir pour un café, et il a accepté. Au café, je lui ai raconté une version condensée des événements, en lui montrant les mêmes preuves que j'avais envoyées à la mère de Félix. Sa réaction m'a surprise. Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, m'a-t-il dit. Félix agit bizarrement depuis des mois, trouve des excuses pour ne plus traîner avec l'ancien groupe. Et la semaine dernière, il demandait à tout le monde s'il pouvait emprunter de l'argent pour payer son loyer. Ça, c'était nouveau pour moi. Le loyer ? Il n'a jamais eu de problème pour le payer. Il a parlé de dépenses imprévues. J'imagine qu'un voyage à Canquin, ça entre dans cette catégorie. Avant de partir, Auguste m'a promis de remettre les pendules à l'heure auprès de nos amis communs. Tout le monde ne te croira pas, m'a-t-il prévenu. Andy et Maurice sont beaucoup trop dans la poche de Félix pour voir la réalité, mais la majorité comprendra. Les jours suivants, j'ai continué à dérouler mon plan. J'ai trouvé un petit studio de l'autre côté de la ville, que je pouvais me permettre seul. Le propriétaire a accepté un bail de 6 mois et je pouvais emménager la semaine suivante. J'ai aussi contacté mon opérateur téléphonique pour changer de numéro. Je n'ai donné le nouveau cas des personnes en qui j'ai une confiance totale, Carla, ma famille, quelques amis proches et ma supérieure au travail. Le plus dur a été de retourner à mon ancien appartement pour tout emballer. J'ai choisi un mardi, sachant que Félix travaillait en double poste à l'entrepôt ce jour-là. Carla et Auguste sont venus m'aider, avec le pick-up d'Auguste. On avait presque fini quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Attention, Félix vient de quitter le travail plus tôt. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien. C'était Danny, un collègue de Félix qu'on avait rencontré lors d'un pique-nique d'entreprise l'été dernier. Je n'avais même pas pensé à le prévenir, mais apparemment Auguste avait pris les devants. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Il nous restait encore au moins 1 heure de carton à faire et Félix pouvait arriver d'un moment à l'autre. On a travaillé en silence, tendu, jetant les affaires dans les cartons sans trop réfléchir. On venait juste de charger la dernière boîte quand la voiture de Félix est entrée sur le parking. Auguste a sauté dans son camion, Carla et moi dans ma voiture. En sortant de la place, Félix nous a repérés. L'expression sur son visage quand il a compris ce qui se passait, confusion, puis choc, puis colère est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le reste de la journée s'est enchaîné dans un flou de cartons à porter, de meubles à monter, et de sursauts à chaque vibration de mon téléphone. D'une manière ou d'une autre, Félix avait obtenu mon nouveau numéro et m'envoyait une série de messages allant d'excuses à colère, en passant par des supplications. Je n'ai répondu à aucun. J'ai juste pris des captures d'écran et les ai ajoutées à mon dossier de preuves. Cette nuit-là, dans mon nouvel appartement, j'ai enfin ressenti un certain calme. L'endroit était spartiate, juste un matelas posé au sol, des cartons partout et un frigo vide à l'exception d'une boîte de pizza et de quelques bières qu'Auguste avait apportées. Aucun souvenir de Félix. Aucune peur qu'il débarque à l'improviste. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal de la mère de Félix. Elle avait l'air fatiguée et triste. Lina, j'ai parlé à Félix. Il a tout avoué. Je ne sais pas quoi dire à part que je suis désolée. Je ne l'ai pas élevé comme ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Cela fait maintenant 3 jours que j'ai déménagé. Les tentatives de contact de Félix sont devenues moins fréquentes, mais plus désespérées. Hier, il m'a envoyé un email pour me dire que Jasmine avait rompu avec lui après avoir appris toute l'histoire, et qu'il avait réalisé à quel point il avait tout gâché. Je n'ai pas répondu. Je dors encore chez Carla la plupart du temps, ne passant à mon studio que pour prendre des vêtements ou des affaires. Je ne suis pas encore prête à m'y installer complètement. En partie parce que je dois encore tout organiser, mais surtout parce que j'ai peur que Félix découvre où je vis. Toute cette situation est épuisante, effrayante et profondément triste. Mise à jour 3. Salut tout le monde. Cela fait environ 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées. D'abord, merci pour tous vos conseils et votre soutien. Lire vos commentaires m'a aidé à rester forte quand j'ai été tentée de répondre à Félix.
Plusieurs personnes m'ont suggéré d'installer une caméra de sécurité dans mon nouvel appartement. J'ai suivi ce conseil et commandé une caméra de sonnette peu chère sur Amazon. Après mon déménagement, et les messages envoyés à la famille et aux amis de Félix, j'ai eu droit à 4 jours de silence radio. Au début, j'étais soulagée, pensant qu'il avait enfin compris et qu'il tournait la page. J'aurais dû me douter que ce n'était pas fini. Le silence a été brisé lundi matin dernier. Je me préparais pour aller au travail quand mon téléphone a vibré avec un message provenant encore d'un numéro inconnu. Je sais que tu lis ça. Tu ne peux pas jeter 3 ans à la poubelle? Il faut qu'on parle. J'ai bloqué le numéro sans répondre. À midi, il avait déjà trouvé un autre moyen de me contacter. Cette fois, via un faux compte Instagram. Le message était plus long mais le fond restait le même. J'exagère. Il a fait une erreur. On peut arranger les choses. Ce qui m'a frappé, c'est l'absence totale de vraie reconnaissance de ce qu'il avait fait. Pas de « je suis désolé de t'avoir volé » ou « je suis désolé de t'avoir trompé pendant des mois ». Juste « j'ai fait une erreur », comme s'il avait oublié de sortir les poubelles. Ce soir-là, Auguste m'a envoyé un message pour me proposer un dîner. Il prend régulièrement de mes nouvelles depuis le déménagement. Autour d'un pad thaï, il m'a raconté ce qu'il avait entendu par le biais du bouche à oreille. Apparemment, la vie de Félix commençait à partir en vrille. Jasmine avait rompu définitivement après avoir appris toute l'histoire de plusieurs personnes. Elle croyait que Félix et moi étions essentiellement des colocataires qui couchaient ensemble de temps en temps, par un couple engagé depuis 3 ans. Les parents de Félix l'avaient aussi coupé financièrement. Je ne savais pas qu'il l'aidait pour ses factures, mais apparemment il payait son assurance voiture et son forfait téléphonique. Andy et Maurice traînaient encore avec lui, mais la plupart de nos autres amis s'étaient éloignés. Le plus important, c'est que Félix avait du mal à payer son loyer. Son appartement avait toujours été plus cher que le mien. Et sans mon logement comme point de chute plus proche de son travail, il dépensait plus en essence. En plus, il avait cramé ses économies pour le voyage à Canquin. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un email de la mère de Félix. Elle voulait qu'on se voie pour me rendre certaines affaires que j'avais laissées chez eux. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux. Elle s'est excusée pour le comportement de Félix et m'a dit qu'il était temporairement retourné vivre chez eux car il ne pouvait plus payer son loyer. Il le vivait très mal, en colère contre tout le monde et incapable de comprendre que c'étaient là les conséquences naturelles de ses actes. Avant que l'on se quitte, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit que je méritais bien mieux que ça. J'ai pleuré dans ma voiture après. Pas pour Félix, mais pour la relation que je croyais avoir, pour le futur qu'on avait prévu, pour la personne que je pensais qu'il était. Les jours suivants ont été relativement calmes. J'ai commencé à prendre mes marques dans mon nouvel appartement et à reconstruire mes économies. Par moments, j'arrivais même à oublier toute cette histoire avec Félix. Puis le vendredi est arrivé. J'étais au supermarché quand j'ai aperçu Maurice me regarder au bout d'une allée. Mon estomac s'est noué. Si Maurice était là, est-ce que Félix l'était aussi? Je me suis dirigée vers la sortie et j'ai failli percuter Andy sur le parking. Étonnamment, Andy s'est excusé pour son comportement au bar, ce soir-là. Il a admis que Félix leur avait dit que notre couple battait de l'aile, et que l'argent m'appartenait en partie. Quand je lui ai demandé ce qui avait provoqué ce changement d'attitude, Andy a expliqué que Félix se comportait bizarrement. Toujours en colère, empruntant de l'argent sans jamais rembourser, et il s'était même saoulé avant de donner un coup de poing dans le mur de la salle de bain de Maury. Le plus inquiétant, c'est que Félix parlait encore de moi comme si j'allais revenir d'un jour à l'autre. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un colis appuyé contre ma porte, avec mon nom écrit de la main de Félix. À l'intérieur, il y avait 500 $ en liquide et une lettre décousue, mêlant excuses, explications et supplications pour une seconde chance. Il disait avoir vendu sa console de jeu pour commencer à me rembourser, et qu'il avait déjà assisté à 2 séances de thérapie. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon bon sens, j'ai décroché. C'était Félix, il avait une voix pâteuse. Il m'a demandé si j'avais bien reçu son colis et a mentionné avoir pris un petit boulot avec DoorDash pour me rembourser. Quand j'ai confirmé, son ton est devenu désespéré. Il s'est mis à déblatérer sur sa vie qui partait en morceaux. Ses parents le traitaient comme un ado, Jasmine refusait de lui parler, et ses amis le prenaient pour un enfoiré. Il répétait que tout le monde faisait des erreurs, et que je ne pouvais pas jeter 3 ans à la poubelle pour une seule erreur. Je lui ai fait remarquer que ce n'était pas une seule erreur, mais une série de choix délibérés. Il a commencé à pleurer, à me supplier de lui donner une autre chance. J'ai simplement dit au revoir et raccroché, avant de bloquer le numéro. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des messages vocaux provenant d'autres numéros.
Les premiers étaient des supplications en larmes, mais les derniers étaient pleins de colère, voire effrayants. Le dernier message vocal, laissé à 2h37 du matin, n'était qu'un hurlement incohérent de Félix, avec des phrases comme « Tu as ruiné ma vie » et « Tu ne m'as jamais aimé », avant de sombrer dans des cris inintelligibles. J'ai enregistré tous les messages et les ai envoyés à Carla et Auguste. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de la mère de Félix, encore désolée pour son comportement. Elle m'a dit qu'il lui avait pris ses clés de voiture et qu'ils envisageaient une aide plus intensive pour lui. Cela fait maintenant 2 jours depuis les messages vocaux. Félix n'a pas essayé de me recontacter, mais je suis toujours sur les nerfs. Je dors de nouveau chez Carla, par précaution. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais ce que je sais, c'est que je ne reviendrai pas. Pas après tout ce qui s'est passé. Pas après avoir entendu ce message vocal.